Nous allons consacrer cette table ronde à un sujet en très grand développement qui est l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle se développe prodigieusement grâce à la conjonction du grand développement de la puissance informatique, grâce à la profusion de données dont on a déjà amplement parlé, et puis bien sûr aussi grâce aux algorithmes de machine learning, de deep learning, d'apprentissage profond, qui sont utilisés pour des applications dont nous allons parler. Alors si vous voulez, on va commencer ce tour de table, et puis je vais peut-être poser les premières questions dès maintenant. Alors Alexandre Lebrun de Facebook, je vous laisse vous présenter, mais alors peut-être pourrez-vous nous décrire un peu les travaux de Facebook sur l'intelligence artificielle. Donc on connaît les travaux bien sûr sur la reconnaissance faciale, la recherche de photos contenant des objets nommés, la réalité virtuelle. Donc ce serait intéressant de savoir quels sont vos projets en intelligence artificielle, dont certains bien sûr concernent les médias comme les chatbots, la reconnaissance vocale, les systèmes de recommandation, etc. Très bien, merci. Donc tout d'abord, vous connaissez Facebook, je pense, mais je veux présenter plutôt l'équipe qui s'appelle Facebook AI Research, donc Artificial Intelligence Research, FAIR, qui est une équipe de recherche académique de 120 personnes à peu près, ingénieurs et chercheurs, dont un tiers, donc une quarantaine, sont basés ici à Paris. Donc le centre européen est à Paris. Et le but de cette équipe, c'est de on dit résoudre l'intelligence artificielle, mais enfin c'est de faire progresser la recherche. Tout ce qu'on fait est publié, tout le code est open source, et on a une démarche assez ambitieuse d'essayer d'attaquer les problèmes de fond qui nous bloquent depuis 20-30 ans dans l'intelligence artificielle. Donc c'est assez séparé du Facebook que vous connaissez plus, qui est le produit Facebook. Donc l'intelligence artificielle, pour essayer de le définir, enfin Alan Turing, qui est un des fondateurs de l'informatique, se posait déjà la question en 1950. Tout seul, il n'était pas dans un panel comme ça, mais chez lui, il se disait, au fait, qu'est-ce que ça veut dire pour une machine d'être intelligente? Et sa réponse était de dire, si la machine peut tenir une conversation de 20 minutes, un chat en fait de 20 minutes avec un humain, et que l'humain, au bout de 20 minutes, ne s'est toujours pas rendu compte que c'était une machine en face, derrière le rideau, et pas un autre humain, la machine a passé le test, elle est intelligente. Donc au travers de donc c'est ce qu'on appelle le test de Turing, qui est encore très célèbre aujourd'hui, qu'on essaie de passer. À travers ça, en fait, si vous voulez vous faire passer pour un humain pendant 20 minutes, il faut comprendre ce qu'on vous dit, avoir une expérience de la vie normale, comprendre des images, du son, de la vidéo, avoir des actions raisonnables. Et c'est l'intelligence artificielle, c'est le domaine où on essaie de faire reproduire ces comportements à une machine. Voilà, c'est comme ça qu'on le définit. À ne pas confondre avec l'apprentissage machine, donc le machine learning, qui est donc la MEL, qui est une méthode de programmation. On essaye de résoudre l'intelligence artificielle en faisant de la programmation sous forme d'apprentissage machine, c'est-à-dire qu'au lieu de donner des instructions précises à une machine, fais ci, divise par 2, multiplie par 3, voilà, on lui donne des exemples. Donc c'est très adapté à l'intelligence artificielle. Donc, si je vous dis pourquoi vous voyez un arbre là, par la fenêtre, vous ne pouvez pas me dire, voilà la règle mathématique qui dit ces pixels sont un arbre. Vous savez que c'est un arbre parce que vous avez vu beaucoup d'arbres depuis enfant, et vous ne savez pas pourquoi et comment. Voilà, c'est exactement, donc l'apprentissage machine, c'est montrer à la machine 1000 photos avec des arbres, sans lui dire pourquoi c'est un arbre, à la fin on sait reconnaître un arbre. Alors, si un chatbot permet de discuter avec un client pendant 20 minutes sans que ce client se rende compte que en fait, ce n'est pas un interlocuteur humain, ce sera vraiment de l'intelligence artificielle. Ah ouais, alors on en est loin, à moins de prendre des humains très fermés et très bêtes. Et dans certains services clients, on peut se demander, on peut aussi se tromper dans l'autre sens, mais on est encore très loin. Enfin, il faut qu'on en parlera, mais on y revient. On est encore très loin de tout ça. Alors, tous ces travaux, tous ces développements posent des questions éthiques et sociétales parce que les algorithmes d'intelligence artificielle ne sont pas totalement neutres et reflètent les conceptions, les a priori de leurs concepteurs. Donc, Monsieur Benzoni, peut-être pouvez-vous nous en parler? Oui, alors je ne sais pas si je suis le mieux placé en tant qu'économiste pour parler de questions éthiques et sociétales, mais je ne vais pas essayer de me dérober à la question.
alors, comme on est dans le domaine de la publicité, il faudrait revenir simplement aux fondamentaux économiques. C'est que la publicité, ça sert à faire vendre. Point. À partir de là, comme personne n'aime recevoir de la publicité et de payer pour recevoir de la publicité, on a inversé le modèle. C'est que comme on ne veut pas payer pour la publicité, eh bien on va essayer de payer les gens pour qu'ils reçoivent de la publicité. Ils vont avoir une contrepartie. La contrepartie qui était classique dans les médias, c'était d'avoir des contenus, des informations. Et donc, en contrepartie de recevoir ces contenus, cette information gratuite, eh bien, on leur donnait, ils devaient accepter de recevoir de la publicité. Alors, dans ce principe-là, on l'a retrouvé sur Internet, finalement. L'Internet n'a rien inventé au fond, c'est que quand on reçoit de la publicité par Internet, eh bien, on a une contrepartie sous la forme d'un service qui est offert. Et donc l'Internet n'a pas changé grand-chose au fond sur ce domaine. Là où l'Internet a changé les choses, me semble-t-il, c'est dans deux domaines. C'est qu'on a oublié de dire à celui qui regardait la publicité ou qui avait accès au service qu'il transférait ses données personnelles. Il n'avait pas l'habitude, il ne le savait pas. Et ça, c'est quelque chose qui a changé, et qui va changer d'ailleurs après dans le monde de la publicité. La deuxième chose, ça on pourra peut-être revenir après dans le débat, mais la deuxième chose qui a changé dans l'Internet, c'est que dans le modèle initial des médias, le contenu était centralisé, c'était des réseaux de diffusion. Donc on produisait le contenu quelque part, souvent dans une rédaction, une information. C'est important de savoir que c'est centralisé parce que du coup il y avait une responsabilité sur ce qui était produit dans les contenus. Et puis, c'était diffusé à tous les consommateurs qui souhaitaient recevoir ce type de contenu. Là où ça a changé dans l'Internet, c'est que les réseaux, en particulier sociaux, sont à la fois des réseaux de communication et de diffusion. Ils font les deux à la fois. De telle sorte qu'en réalité, l'information qui est injectée dans le réseau vient de partout. Elle est plus centralisée, elle peut venir de n'importe quel point d'entrée dans le réseau, avec le fait qu'une information qui va rentrer dans un point du réseau va se diffuser selon des modèles assez compliqués à comprendre. On a du mal à savoir pourquoi l'information se diffuse ou pas. Alors il y a des choses assez simples, il y a les influenceurs. Quand quelqu'un comme Ronaldo sur Facebook a 100 millions d'amis, il est sûr que si on injecte une information par Ronaldo dans le réseau, il va y avoir une diffusion qui plus est ciblée, donc une très grosse valeur de cette information, donc de la publicité. En revanche, personne ne sera capable de vous expliquer pourquoi, par exemple, le Gangnam Style, le fameux morceau du chanteur Psy, a fait 2 milliards de vues sur YouTube. Personne n'est capable de l'expliquer. Et une fois qu'on a réitéré cette manipulation, personne n'est capable de comprendre pourquoi, dans un point injecté dans le réseau, tout à coup, ça se diffuse. Alors, une fois qu'on a compris un peu que cette rupture, on voit que pour la publicité, ça peut changer un certain nombre de choses, pour la mesure aussi de la publicité, puisque où est-ce qu'on mesure, comment on mesure, puisqu'il y a des points partout d'entrée dans le réseau. Alors, ces points d'entrée, ça a permis de libérer la parole sur Internet, et donc c'est l'Internet libre, c'est l'Internet démocratique, la vraie démocratie, et il est vrai que tous les acteurs ont poussé à faire en sorte que cette parole puisse se libérer totalement. C'était compatible d'ailleurs avec la croissance de l'audience et donc avec la croissance des recettes publicitaires. Il n'y a qu'une chose, c'est qu'on a vite compris qu'il pouvait y avoir des dérapages. Et donc, c'est là où on revient sur les problèmes éthiques et sociaux, c'est que lorsqu'on libère la parole sans contrainte, que cette parole peut se diffuser, on arrive parfois à des dérapages, et donc on commence à se dire, mais peut-être qu'il faut réguler la parole, et donc réguler ce qui se dit. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure, on parlera des moyens mis en œuvre tout à fait. Donc c'est détecter les contenus inadéquats. Un sujet qui va devenir très important, c'est qu'il va falloir progressivement réguler, faire la curation des contenus, comme on dit, proprement, c'est-à-dire faire en sorte que cette curation permette d'arriver à des contenus acceptables, ce qui revient progressivement à une centralisation de l'information, c'est-à-dire à faire en sorte que, sans que le mot se dise, quelqu'un contrôle. Alors, on en est un peu là, puisqu'on parle des questions de politique et d'éthique en ce moment.
On voit bien que sur la publicité, ça a posé des problèmes. Ça a déjà été évoqué que, effectivement, j'avais des anecdotes de sites de culture musulmane où il y avait eu des grosses discussions sur pourquoi l'interdiction du porc, et du coup, ils se retrouvaient avec de la publicité pour de la charcuterie sur le site, ce qui posait effectivement un problème de curation. C'est qu'effectivement, porc ne veut pas dire nécessairement qu'on en mange, mais qu'on peut peut-être ne pas en manger. Alors, c'est là où, effectivement, l'intelligence artificielle doit intervenir pour essayer de faire son travail. Alors après, du point de vue politique et éthique, social, je voudrais tenter une petite analogie qui vient de la mythologie grecque, qui est une sorte d'énigme, où dans un village, on dit aux hommes qui veulent se raser qu'ils peuvent se trancher la gorge, donc c'est dangereux, donc ils ne peuvent pas se raser eux-mêmes. Seul le barbier du village a le droit de raser les hommes, s'ils veulent être rasés. Alors la question qu'on pose, qui est une énigme, c'est finalement, est-ce que le barbier est rasé? Et donc, la réponse à l'énigme n'est pas facile, c'est un problème d'incomplétude. Mais si on la transpose dans l'Internet, c'est qu'on a compris maintenant que les internautes ne peuvent pas se réguler eux-mêmes. Donc, les plateformes disent on va réguler les plateformes. Et la question qu'on peut se poser, c'est qui régule les plateformes aujourd'hui? Et c'est la question qui risque de se poser d'un point de vue éthique et social. Merci. Alors pour les médias, monsieur Marcombe de Figaro Média, comment voyez-vous le développement de l'intelligence artificielle dans l'industrie des médias? Moi, je vois ça plutôt très bien. Ce qui est amusant avec l'intelligence artificielle, c'est le côté un peu buzzword et magique. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, c'était les DMP, la data. Il y a 5 ans, c'était l'intégration du contenu, etc. Et pour l'anecdote, je trouve ça assez amusant, mais symptomatique, il y a 3 semaines, il y a une société britannique qui a rajouté AI à son nom. La valorisation de la boîte a fait plus 356% dans la journée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, tout le monde en parle, mais aujourd'hui, grosso modo, ça présuppose une architecture technologique que très peu de sociétés peuvent adresser. Parce que intelligence artificielle, quand on parle du test de Turing, ça présuppose d'être temps réel. Et une architecture technique temps réel, ça coûte très cher. C'est le premier point. Et donc, il y a très peu de sociétés aujourd'hui qui, contrairement à ce qu'elles disent, sont capables de faire de l'intelligence artificielle. Donc, au mieux, certaines compagnies, dont on peut faire partie, font du machine learning. Mais aujourd'hui, la véritable intelligence artificielle, j'ai le sentiment, peut-être à tort, qu'elle est réservée à d'énormes sociétés qui sont capables de traiter des volumes de données, parce que c'est l'autre nécessité de l'intelligence artificielle, c'est d'avoir une matière à traiter. Pour avoir, vous avez donné l'exemple tout à l'heure des arbres, je ne sais plus qui disait que, je crois que c'est Laurent Alexandre qui expliquait que, vrai ou pas, vous pouvez nous le dire, mais que pour qu'une machine puisse reconnaître un tigre, il faut lui montrer 1 million de photos de tigres, grosso modo. Et à partir de ce moment-là, la machine va pouvoir dire c'est un tigre. Personnellement, j'ai pas 1 million de photos de tigres à disposition. Et aujourd'hui, les gens qui ont ces stocks sont essentiellement les grandes plateformes, et c'est elles qui sont, à mon sens, aujourd'hui, à la pointe, c'est pas moi qui le dis, qui sont à la pointe de l'intelligence artificielle. Tout au mieux, des sociétés comme les nôtres sont capables de travailler sur le machine learning. La chance qu'on a en revanche, par rapport peut-être à des grands géants américains, c'est l'appréhension et la maîtrise qu'on a, peut-être un peu plus facilité, du langage naturel. Tout simplement parce que tout notre travail est basé en France. Et qu'aujourd'hui, tout le travail des grandes plateformes est basé aux US. Et que dans le test de Turing, si on parle de langage et d'automatisation de traduction, je crois qu'aujourd'hui, les meilleurs algos arrivent à traduire, grosso modo, 95 à 99% d'un texte. Sauf qu'en fait, l'infime pourcentage qui va manquer va créer toute la différence quand il va s'agir de créer des choses de valeur en termes d'expérience utilisateur. Donc, il y a énormément de choses aujourd'hui qu'on est capable d'appliquer, qu'on peut faire, mais je pense qu'il faut savoir rester humble et différencier le machine learning, qui est une petite partie de l'intelligence artificielle, des intelligences artificielles réelles ou fortes, qui sont la duplication à quelque chose près de l'intelligence humaine. Merci. Et Monsieur Chétry, pour l'Union des annonceurs, alors les annonceurs utilisent-ils déjà l'intelligence artificielle pour la personnalisation des services peut-être? Quels sont vos projets? Bon, alors, je vais sûrement rebondir sur ce que disait Alexis, parce que si les médias
sont dans cette situation de ne pas avoir suffisamment de data déjà pour pouvoir, et pas suffisamment tout de même pour pouvoir apprendre à ce qu'on puisse reconnaître un tigre, évidemment, les annonceurs sont un peu dans la même situation, puisque Stéphane Lorque l'évoquait à ma place ici il y a quelques instants, 70% des annonceurs n'ont pas de stratégie data. Donc il faut déjà partir de là. Après, quand on regarde un petit peu l'état actuel un peu de l'art, ce qu'une étude Microsoft a récemment montré, c'est qu'il y a environ 6% des annonceurs qui commencent à utiliser des technologies d'intelligence artificielle dans leur métier. Je vais revenir sur l'usage, parce que finalement, on parle beaucoup de technologie, de comment on y arrive, mais à quoi ça sert et à quoi ça peut servir pour un annonceur. Mais il y en a 70% qui disent qu'ils ont des projets pour 2018 pour essayer de monter. Donc, je pense qu'on est dans un buzzword, mais on est quand même dans un besoin. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin ? Il y a besoin parce que finalement, la communication entre un annonceur et une marque, elle devient de plus en plus individuelle. Les plateformes le permettent, elles offrent cette possibilité d'avoir une conversation personnelle. C'est formidable, avoir une conversation, c'est ce que cherchent les marques depuis longtemps, c'est de pouvoir individualiser leur communication et de rentrer dans une véritable conversation. Alors, à partir du moment où on dit ça, on se confronte quand même à une difficulté. C'est-à-dire que maintenir une conversation permanente à tout moment du jour et de la nuit sur tout sujet, avec des êtres humains et uniquement des êtres humains, c'est compliqué. Et donc, on ne peut pas maintenir des call centers de plusieurs milliers de personnes qui attendent juste qu'une personne appelle pour pouvoir répondre. Donc, il y a une nécessité, en particulier par les chatbots, de pouvoir répondre, alors peut-être pas pendant 20 minutes, mais au moins sur les questions les plus simples, hein, avant de renvoyer. Donc je pense que ce qu'on va évoquer, c'est évidemment l'hybridation. C'est-à-dire qu'il y a des outils d'intelligence artificielle qui commencent à exister, mais qui sont, et c'est très bien, une combinaison entre du savoir-faire d'intelligence artificielle ou technologique, et puis du savoir-faire humain. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on ne sait pas répondre, quand on ne peut pas aller au-delà de 2 minutes sans avoir donné une réponse pertinente, il faut pouvoir basculer sur une réponse humaine. Et c'est tant mieux, parce que c'est probablement, d'un point de vue éthique, sociétal, probablement plus satisfaisant que d'imaginer qu'on pourra aisément remplacer l'être humain dans la relation entre la marque et lui. Voilà, donc je crois que cet avenir, c'est loin d'être négligeable. Il y a déjà des solutions et vous le vivez au quotidien, hein, quand vous avez un certain nombre que ce soit par la SNCF, Sephora qui est capable de créer finalement l'équivalent d'un conseiller beauté dans un magasin de manière digitale. Ça ne va pas si loin que ça, mais c'est déjà un premier pas et je pense que ça va être de plus en plus utilisé, de plus en plus nécessaire. Merci. Alors, je reviens à Monsieur Lebrun. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir une espèce de loi de Moore, enfin, ce dont on parle en informatique, et selon laquelle on aurait un doublement des investissements et de la puissance de l'intelligence artificielle tous les 18 mois? Est-ce qu'on peut prévoir des échéances? Alors, c'est vrai que ce que vous avez dit tous les deux sur le dernier pourcent finalement qui fera la différence entre l'intelligence humaine et artificielle, on le rencontre dans d'autres domaines, comme par exemple la voiture. On dit que le véhicule sans conducteur aura peut-être encore longtemps du mal à circuler sur la place de l'Étoile, à savoir que parfois à Paris il faut enfreindre certaines règles. Enfin voilà, quels sont les développements que vous entrevoyez? On ne pense pas que la loi de Moore s'appliquera, donc un progrès de doubler tous les 18 mois s'appliquera à l'IA. La raison, alors, sachant qu'historiquement, en fait, l'IA, les premiers chercheurs avaient prédit des algorithmes dans les années 80, ça ne marchait pas. On est rentré dans l'hiver de l'IA, tout s'est arrêté, sauf en France, où on a continué à faire des recherches. C'est pour ça que quand ça a recommencé, on était en avance, on était au courant que c'était fini. Et il y a grâce à votre patron, notamment, dont mon patron, Yann Lequin. Ils étaient 3, on les voit sur les photos, les petits restos. Aujourd'hui, c'est les stars mondiales. Donc, ce qui s'est passé il y a 5 ans, c'est que tout d'un coup, on a eu les data et la puissance de calcul que vous mentionniez
nécessaire et l'algorithme n'a absolument pas changé. C'est les réseaux de neurones, la backpropagation, ça fonctionne. Donc c'est ce changement d'échelle qui a fait que depuis 5 ans, et vraiment c'est 2012, c'est vraiment daté, tout d'un coup tout a explosé. Et donc depuis 2012, on est dans un progrès exponentiel et il serait tentant de penser que ça va continuer. Et donc on aura Terminator et les IA, le Artificial General Intelligence, donc ce qu'on voit dans les films bientôt. Et on n'y croit pas du tout, nous, pour la raison c'est qu'en fait, tout ce qu'on fait aujourd'hui marche avec ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé. Ça veut dire qu'il faut, alors pas 1 million de tigres, mais au moins 1 millier, c'est plus réaliste, mais il faut 1 millier de photos de tigres, et il faut taguer ces photos, etc. Alors qu'un enfant, vous lui montrez un tigre une fois ou deux, et il va reconnaître un tigre. Donc on n'a pas le même apprentissage qu'ont les enfants, et on gâche, il nous faut des montants de données énormes, et on sait juste reproduire aveuglément ce qu'on nous a montré. Donc cet apprentissage supervisé nous permet de faire des choses extraordinaires qu'on fait aujourd'hui, la traduction, la reconnaissance vocale, les recommandations, etc., etc., mais ne nous permettra pas de faire une IA qui a une culture générale, un sens commun, ses propres intentions, qui sera capable d'évoluer, de s'adapter. Ça, on sait qu'il y a un plafond de verre, si vous voulez, c'est pas le même apprentissage. L'apprentissage d'un enfant, qui est l'apprentissage non supervisé, un enfant, en fait, 95% de son temps éveillé, n'a pas un adulte ou un autre enfant plus âgé qui lui dit ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est mal. Et or, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, nos algorithmes d'apprentissage fonctionnent comme ça. Donc un enfant ne fonctionne pas comme ça, on sait que c'est un autre apprentissage non supervisé et on n'a aucune idée, mais vraiment aucune, de comment on peut le faire. Mais l'apprentissage par renforcement, ça se rapprocherait pas un peu C'est une sorte d'apprentissage supervisé un peu amélioré. Parce qu'un programme a réussi à vaincre le programme qui avait vaincu le champion du monde de Go, et oui, en ne connaissant que les règles. Alors, le renforcement, ça marche. Le renforcement, en gros, vous faites quelque chose et à la fin, on vous dit t'as gagné ou t'as perdu, et donc vous allez réévaluer les décisions que vous avez prises en fonction de ça. Une partie de Go, ça dure jamais plus de 400 coups. Donc c'est facile de faire des millions de parties. En fait, AlphaGo, il joue au Go tout le temps, des millions de parties par jour. Et à chaque fois, au bout de 300 coups ou 400, on lui dit t'as gagné, t'as perdu, c'est bien. Et donc il va renforcer ou enlever ou oublier ses décisions avec ça. Le problème dans une vie humaine, c'est quoi le reward ou la punition ? À la fin de votre vie, on va vous dire d'abord, est-ce que votre vie était bien ou pas ? Quelles étaient les bonnes décisions ? Comment on peut affecter à la fin de sa vie le reward final qui était déjà aux décisions qu'on a prises 50 ans avant ? En fait, ça ne marche pas. Et toutes les tâches que l'IA fait bien aujourd'hui sont discrètes, donc il y a un espace de sortie très petit. Quand vous jouez au Go, vous avez une centaine de cases où vous pouvez mettre la bière, c'est tout. Et de courte durée de vie, on a très vite un reward. Et ça, en fait, les tâches d'AI générales qu'on essaie de faire, on n'a pas ces caractéristiques. Et on est au point complètement zéro de cette recherche. Donc voilà. Donc c'est dur de faire des prévisions, de dire ça va arriver dans 10 ou 20 ou 30 ans, parce qu'il y a un trou au milieu, c'est pas des milestones progressifs. Peut-être que quelqu'un va arriver demain avec quelque chose de révolutionnaire pour le faire, mais c'est imprévisible. Merci. Alors, une question qui se pose beaucoup, et même dans le grand public, si je peux dire, au sujet de l'intelligence artificielle, c'est tout de même celui du remplacement, pour des tâches assez simples, de l'homme pour certaines tâches, en particulier en journalisme. Donc je m'adresse à Figaro. On parle de robots journalistes, et on se demande si l'intelligence artificielle permettrait, par exemple, de détecter des fake news et de libérer les journalistes des tâches les plus faciles. L'intérêt au Figaro, c'est qu'il y a assez peu de fake news quand même. En revanche, savoir si on est capable aujourd'hui d'utiliser le machine learning pour créer du contenu, il y a des choses qu'on est en train de faire. Il y a surtout de plus en plus d'expériences. Il y a Heliograph avec le Washington Post qui permet de cruncher sur la base de... En fait, ça extrait des données d'une base de données, ça peut être des résultats sportifs, donc ça va écrire l'article qui va résumer le match, ça peut être sur des cours boursiers, sur une société qui va résumer l'évolution d'un cours, ça peut être, je sais plus, sur des élections, donner des résultats avec un niveau granulaire par canton, etc., qui n'a aucune valeur dans l'absolu à être produite de manière unitaire par un journaliste, ça coûterait beaucoup trop cher.
En revanche, automatiser ces tâches, entre guillemets, je ne vais pas dire les basses besognes, mais des articles qui auraient un intérêt relatif, mais qui pour autant répondent à un besoin de l'utilisateur, là ça a une valeur. Je crois qu'au UK, Google finance une initiative qui s'appelle Radar, qui a vocation à venir enrichir les articles via des images en relation avec le texte, via une vidéo avec le texte, etc. Donc toutes ces choses-là, toute cette automatisation de tâches, entre guillemets, à faible valeur ajoutée par un humain, vont être automatisées, il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce que c'est du journalisme ? Je ne sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, une intelligence artificielle ou des moteurs sont capables d'analyser une situation, de la restituer avec la valeur d'un journaliste ? À ma connaissance, ce n'est pas encore le cas. Et aujourd'hui, on utilise, nous, du machine learning pour identifier de la même manière les photos, savoir s'il vaut mieux mettre une photo de notre banque de photos Figaro plutôt que d'une banque d'images X ou Y qui ont des droits qui sont liés à l'utilisation de cette image en fonction de la valorisation de la page qu'on peut avoir, etc. Donc on fait déjà beaucoup de choses aujourd'hui qui ont vocation justement à libérer du temps. Et je crois que c'est un point qui est important. On n'est pas aujourd'hui, en tout cas, ça viendra peut-être un jour, manifestement pas tout de suite, ou voire jamais, mais on n'est pas encore dans des situations où une intelligence artificielle ou du machine learning ou ce qu'on veut est capable de remplacer une interprétation humaine. D'autant plus qu'on est dans des journaux d'actualité, finalement, où ce qu'on va rechercher, c'est pas au-delà des faits, on va chercher une analyse. Et l'analyse aujourd'hui requiert justement toute la connaissance humaine d'un journaliste, de faire des connexions entre des faits qui justement sont pas forcément naturels. C'est ça qui va donner de la valeur aujourd'hui à un contenu. Et ça, définitivement, pour le moment, et je pense pour encore un certain temps, il n'y a que les humains qui sont capables de le faire. Pour autant, il y a plein de choses qu'on peut automatiser. Je crois que TF1 a pris des parts dans une société qui s'appelle Weebit, qui fait des choses absolument géniales pour créer des vidéos automatisées. Il y a plein de choses aujourd'hui qu'on peut faire via du machine learning et qui a une vraie valeur pour l'utilisateur. Pour autant, c'est du temps qu'on va économiser à des gens plutôt bien formés qui accessoirement peuvent coûter cher en termes de masse salariale et dans un marché qui est compliqué. C'est plus intéressant pour nous en tant que médias d'utiliser cette ressource humaine, ce temps de cerveau à faire des choses qui sont utiles et qui ont une vraie valeur pour nos utilisateurs, pour nos lecteurs. Merci. Alors, je vais poser la question peut-être d'un point de vue plus général à Laurent Benzoni. Est-ce que l'intelligence artificielle pose vraiment des problèmes de remplacement de tâches humaines par des intelligences qui peuvent éventuellement se produire pour des tâches complexes, mais peut-être aussi pour des tâches au contraire d'aide à la personne, où on imagine que l'interaction humaine est très importante, mais où peut-être que des robots, alors ça sera peut-être plus accepté dans certains pays comme le Japon, pourraient servir de compagnons, d'aide à des personnes. Alors, pour remplacer l'être humain, il faut de l'intelligence et de la mécanique. Et donc, dans beaucoup de métiers, quelque chose qui est extrêmement important, c'est pas seulement l'intelligence et le cerveau, mais la capacité de préemption et la capacité d'améliorer la mécanique et la physique qui va avec l'intelligence. Et la mécanique progresse, la physique de tous les robots progresse, mais elle progresse assez lentement aussi. C'est-à-dire que si vous voulez faire manipuler un œuf à un robot selon qu'il ait la puissance de sa coquille, par exemple, c'est très difficile. Or, un être humain va le faire quand il faudra lui faire mettre en boîte des œufs, va tout de suite toucher qu'il y a possibilité d'avoir un œuf avec une coquille plus ou moins fragile. Et on a du mal à faire ce genre de choses. On parle d'assistance aux personnes. Manipuler une personne âgée dans un lit, avant qu'un robot le fasse, il va se passer énormément de temps, alors qu'un être humain avec une formation assez réduite arrive très vite à apprendre. Et ce n'est pas seulement que l'intelligence là dont on est question, c'est pas seulement le côté informationnel, c'est la capacité à transformer un signal dans des mécaniques de préemption. Et donc, je pense qu'effectivement, il y aura des métiers qui vont être touchés.
et sont On parlait dans même des, de la chirurgie. dans des tâches conceptuelles assez simples, informationnelles assez simples. Quand il faudra passer à de l'automatisation, vous avez parlé de la voiture, il y a 2-3 choses qui vont se poser. Donc la première question, avec tous les capteurs, tous les radars, une voiture devrait pouvoir circuler sans trop de problème. Mais après, il y a derrière l'algorithme, on pourra en reparler, mais l'algorithme qu'on mettra dans la voiture qui va conduire, avec ce problème bien connu, c'est que si un accident doit se produire, est-ce que je protège d'abord les conducteurs à l'intérieur de la voiture, ou est-ce que je tue les personnes? Par exemple, vous avez des personnes qui traversent devant vous, est-ce que la voiture doit se jeter dans le bas-côté et risquer la vie des passagers, ou bien ne pas risquer la vie des passagers et écraser les personnes qui sont devant elle? Et là, c'est une conception d'algorithme. Et on revient sur les questions éthiques. Et d'ailleurs, ce qui est amusant sur ce truc-là, c'est de voir la réponse des gens quand on leur demande qu'est-ce que vous feriez. Ils diraient bah non, il faut sauver la vieille dame et les enfants. Et si c'est vous le conducteur, ouais, bon, il y a une réponse à la géométrie variable en fonction de où on se place. Les gens sont assez altruistes en réalité quand ils sont en situation expérimentale. En situation réelle, c'est peut-être pas la même chose. C'est d'ailleurs en situation expérimentale, si on leur dit vous allez tuer des personnes, ils disent non, je préfère risquer ma vie. Après, en situation réelle, on n'est pas certain que ça se produise comme ça. Alors, je reviens aux médias. Est-ce qu'on va aller vers des médias de plus en plus personnalisés, pas seulement pour l'adressage publicitaire, mais même pour le contenu lui-même? Et est-ce que ça ne pose pas des questions du fait que deux personnes, peut-être même deux personnes d'une même famille, ne verront jamais le même programme, peut-être ne liront pas les mêmes Je crois qu'on n'a choses. pas attendu l'intelligence artificielle pour que votre fille ou votre fils de 12 ans consulte des contenus différents des vôtres. Je pense que c'est assez naturel et que c'est probablement pas un sujet, à mon avis, à ce niveau-là. Est-ce qu'on va, via la data, uniformiser ou personnaliser l'ensemble des contenus? Aujourd'hui, on est carrément capable de le faire. Si je fais un petit pas en arrière, on a un département data qui existe chez nous depuis maintenant 6 ans. On investit 5 millions par an dessus, donc on est capable de faire des trucs déjà très poussés. On n'est pas Facebook, mais on fait des trucs à notre niveau qui sont assez marrants. Donc on pourrait identifier que vous êtes fan du PSG, fan de grosses voitures, et donc quand vous arrivez sur le Figaro, on pourrait vous faire un mix de France Football et de Automoto. C'est assez simple. Est-ce que les gens viennent sur le Figaro pour ça? Je suis carrément pas sûr. C'est-à-dire que la promesse qu'on tient, et notre promesse, et on continuera de la tenir, c'est de proposer une ligne éditoriale. Donc, aller proposer un contenu ou une partie du contenu personnalisé, bien sûr que ça a du sens. Parce que c'est d'une certaine manière apporter un service. C'est faire découvrir quelque chose en plus qu'on ne serait pas allé découvrir. Mais l'intérêt quand vous achetez le Figaro, quand vous achetez le Monde, c'est le concept de sérendipité. C'est-à-dire que vous venez pas sur le Figaro ou sur le Monde naturellement, quand vous faites cette démarche de taper dans votre URL lefigaro.fr, vous venez assez peu pour vous informer. Vous venez pour découvrir des sujets d'information. Donc bien sûr, vous venez pour vous informer, mais pas pour chercher une information en particulier. Vous venez chez nous plutôt que sur le Monde parce qu'on a un angle éditorial qui est différent. Vous allez sur les Échos parce que vous êtes plutôt intéressé par le prisme économique de la chose. Mais vous ne savez pas ce qu'on va vous proposer. Et c'est ce qui fait aujourd'hui notre valeur, c'est d'avoir des personnes qui peuvent regarder quels sont les articles qui ont été le plus consultés la veille. La conférence de rédaction tous les matins, donc la conférence de rédaction globale, analyse les 10 articles les plus consultés la veille sur le digital. Ça donne une tendance, ça permet d'identifier les sujets qui intéressent nos lecteurs, des sujets qui les intéressent moins. Pour autant, on ne va pas traiter que les 10 thèmes qui ont fait du sens ou qui ont fait le buzz la veille. Notre valeur, justement, c'est d'aller éditorialiser le contenu, de le mettre en avant d'une certaine manière, d'avoir un angle éditorial particulier. Pour autant, on va utiliser la data à ce niveau-là pour savoir que tel internaute est susceptible de s'abonner plutôt qu'un autre. Donc peut-être qu'un internaute qui a une valeur publicitaire réelle, peut-être que dans un temps court, on pourrait imaginer lui donner accès à plus d'articles gratuits par rapport à un internaute qui vient moins régulièrement, etc., etc. On va être capable de faire pas mal de choses aujourd'hui à ce niveau-là. On va être capable, en pied d'article, de proposer des liens. On se dit, tiens, compte tenu de son comportement, même si
il n'a jamais consulté du contenu automobile, ben, on est capable malgré tout de savoir, parce qu'il a changé de boulot, parce qu'il a changé de maison, ben, qu'il est susceptible ou parce que sa femme attend un enfant. Donc sans avoir consulté de contenu auto, on se dit, bah tiens, on sait qu'il a déjà 2 enfants, qu'il a ça, donc on va lui proposer de consulter l'essai de la dernière berline, parce qu'on sait que ça a un intérêt pour lui. Et étonnamment, ça fonctionne très très bien en termes de rebond. Pour nous, c'est une manière de fidéliser nos lecteurs en leur apportant les bons contenus. Voilà. Donc il y a plein de choses qu'on peut automatiser via aujourd'hui ce qu'on fait en data. On est capable pour les annonceurs d'identifier tous les contenus entre guillemets sensibles parce qu'ils ne veulent pas se retrouver à côté de contenus de djihadistes, des hommes en armes, etc. Donc on est capable de taguer tous ces contenus automatiquement plutôt que de le faire taguer à la main qui prend énormément de temps, qui n'est pas toujours bien fait. Et donc aujourd'hui on est en train de mettre en place tous ces algos pour éviter de mettre certaines marques à côté de certains types de contenus. Justement, oui, pour les annonceurs, l'automatisation des procédures d'achat, de vente d'espaces publicitaires, le programmatique et le développement des DMP, tout ça, ça pose la question de la transformation des acteurs et des métiers. Comment les accompagnez-vous Je vais peut-être revenir justement par rapport à cette question sur la transformation des modes d'achat, l'automatisation, sur ce qui vient juste d'être dit sur la capacité nouvelle de pouvoir identifier de manière sûre les univers dans les marques se présentent et communiquent avec leur public. Je pense que c'est un sujet extrêmement important. Il a été évoqué d'ailleurs par Stéphane comme une des éléments de la confiance qui doit s'établir aujourd'hui sur ce marché de la publicité digitale, parce que les marques ne peuvent pas ne pas contrôler les univers dans lesquels elles sont présentes. Alors moi j'entends avec plaisir que c'est désormais possible, mais je pense qu'il faut qu'on se reparle parce que je comprends quand même qu'il y a un certain nombre de challenges de ce point de vue. Qu'une analyse sémantique d'un contenu, même publié par un grand éditeur, sérieux comme Le Figaro par exemple, ça n'est pas suffisant. Parce que même les mots-clés, finalement, voilà, les mots-clés, on prend djihadisme, pornographie, on peut prendre un certain nombre de mots-clés qui ne sont pas suffisants pour identifier le contexte dans lequel la marque va être présente. Et c'est pas à nous de censurer des contenus éditoriaux, mais en même temps, c'est pas à nous d'être présents dans des univers dans lesquels la marque ne doit pas se retrouver. Donc c'est assez difficile. J'ai cru comprendre que chez Facebook, désormais, ce type de sujet avait conduit à des recrutements de personnes pour venir compléter le savoir-faire des machines. Donc je pense que je reviens à mon propos initial, qui était de dire finalement tout ça ne se solutionnera pas uniquement par de l'intelligence artificielle et par du machine learning, mais il sera, malheureusement ou heureusement, la combinaison de technologies de plus en plus sophistiquées sur ces sujets, mais aussi d'intervention humaine pour être capable d'identifier en quoi un contexte est propice ou pas à la communication publicitaire. Et ça, c'est un exercice délicat. En tout cas, c'est absolument nécessaire, puisque le développement de l'achat programmatique, qui va représenter, le SRI publie régulièrement un observatoire dans lequel il donne un peu les tendances du marché, et tous les grands acteurs, toutes les grandes agences annoncent que désormais l'avenir est programmatique. Donc l'avenir, c'est d'envoyer de manière personnalisée, dans un contexte donné, une publicité à un internaute. Et ça, sur des quantités d'impressions qui sont tellement importantes que l'intervention humaine, en effet, est difficile. Donc l'avenir est là, mais les outils aujourd'hui à notre disposition pour assurer que dans cet avenir-là, on ait une sécurité des marques ne sont pas tout à fait là. Alors nous, on milite pour la création de ce label qui est le Digital Ad Trust, qui en France serait une première et qui nous permettrait de sécuriser ces univers. Mais je vous cache pas qu'il y a quand même des discussions actuellement sur à quel niveau on met le curseur sur la protection de la marque, le brand safety. Est-ce qu'aujourd'hui le Figaro peut s'engager à ce que 100% de ces environnements et des impressions délivrées seront sécurisés? J'aimerais entendre oui, mais je ne crois pas que ça soit possible aujourd'hui. Voilà. Et je vais laisser probablement Alexis rebondir, mais en tout cas, sachez que ça, c'est une préoccupation extrêmement importante des annonceurs. Et si l'IA peut être utile pour faire monter ce niveau de sécurité sur la présence des marques, je pense qu'évidemment, on y sera extrêmement favorable.
Le 100% aujourd'hui, particulièrement quand on parle de digital, malheureusement, personne n'est aujourd'hui capable de le garantir, et je doute que ça arrive un jour. Sérieusement, je doute que ça arrive un jour. C'est comme le concept du plafond de verre en IA. En revanche, et quand je parle aujourd'hui d'identification des contenus sensibles, je ne parle pas de mots-clés. Je parle vraiment du point que j'abordais tout à l'heure sur la compréhension du langage naturel. Et nous, on travaille énormément sur tout ce qui est langage naturel. Et on travaille avec une petite société d'ailleurs qui nous aide là-dessus, qui bosse depuis 20 ans sur le sujet. Donc on est capable aujourd'hui de faire des choses très très pointues sur le sujet. Et maintenant, quand bien même il y aurait un loupé dans ce pourcentage d'erreurs, il y a beaucoup moins de risques aujourd'hui à sélectionner des sites médias en termes de contenu que de diffuser sur tout ce que permet le programmatique. Donc quand on parle de sécurité aujourd'hui en termes de diffusion, le risque, il est finalement, quoi qu'ait pu, et je vais me faire l'avocat de Google et Facebook, profitez-en, c'est rare, mais il y a moins de risques, je pense aujourd'hui, à communiquer sur Facebook, Google, Le Figaro, Les Échos ou Le Monde, qu'il n'y en a à communiquer sur toute la longue traîne qui est disponible aujourd'hui en programmatique. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on peut prendre YouTube, et je trouve que ce qui s'est passé au UK est intéressant. Sur YouTube, on a la possibilité de sélectionner des inventaires absolument brand safety, issus des marques médias. Le problème, c'est que ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, la capacité aujourd'hui de brand safety ou de limiter au maximum, ou d'encadrer au maximum le risque pour les marques, il est dès aujourd'hui très accessible à quasiment l'ensemble des acteurs. En revanche, ça pose un souci d'équation économique par rapport aux habitudes d'achat qui sont celles des agences ou des annonceurs. Alors, chez Facebook, quels sont les travaux? Il y a certainement des recherches pour détecter ces contenus incorrects, au-delà du recrutement de personnes, mais l'IA a certainement beaucoup à apporter, mais la tâche est certainement très, très complexe vu les volumes de photos, de textes. La tâche est pharaonique. Aucun réseau social n'existerait aujourd'hui sans machine learning pour filtrer les contenus. C'est déjà aujourd'hui, on a à peu près, je crois, c'est de l'ordre du milliard d'images postées chaque jour dans les propriétés de Facebook, d'images différentes. Hein. Donc vous imaginez combien parmi ce milliard sont les tentatives de choses qui sont interdites pour une raison ou pour une autre. Donc depuis toujours, je ne sais pas, j'imagine, je sais pas, 10-15%. Moi, j'avais une start-up de chatbot il y a très longtemps, on faisait d'ailleurs la SNCF, Léa. 15% des conversations avec notre chatbot de service client étaient de la séduction, harassment et différents contenus comme ça. Donc j'imagine, voilà, si j'applique la même chose, ça va être environ 15%. Ça changeait selon les pays d'ailleurs un peu, mais donc déjà, on ne pourrait pas le faire sans le machine learning qui fait un premier traitement. Mais on travaille et on investit énormément pour mieux comprendre les images, les vidéos, le texte, etc. pour aider. Maintenant, on ne pourra jamais se passer, comme vous l'avez tous les deux dit, des modérateurs humains. Donc on a annoncé qu'on en recrutait beaucoup plus, mais il y en avait déjà beaucoup. Donc on s'est jamais dit tiens, on va faire ça sans curateur humain, c'est absolument impossible. Ce qui se passe, c'est que l'IA fait le premier niveau évidemment de filtrage. Tout ce qui est évidemment interdit est interdit, tout ce qui est évidemment autorisé est autorisé, et puis ce qui est à la limite va chez les humains. Alors c'est difficile, et on n'arrivera jamais à faire 100%, parce que même pour nous humains, parfois c'est pas évident. L'interprétation peut demander beaucoup de culture, parfois il y a des faux positifs, donc on bloque des choses qu'on ne devrait pas bloquer, parce que le curateur n'était pas au courant que dans tel pays, la situation politique est comme ça, etc. Donc avant qu'une IA fasse ça, voilà, on est très loin. Oui, parce qu'on demande 0% d'erreur à l'IA, mais l'humain lui-même combien. Alors peut-être une dernière question à Laurent Benzoni sur un sujet aussi dont on parle de plus en plus, c'est la question de ce qu'on appelle la loyauté des algorithmes et la transparence peut-être
des algorithmes d'intelligence artificielle pour s'assurer qu'ils favorisent bien, par exemple sur un site de vente en ligne, ils favorisent bien le consommateur et qu'il n'y ait pas peut-être des ententes entre le vendeur et puis le producteur. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait légiférer dans ce domaine ? Alors, c'est un sujet qui intéresse énormément les autorités de concurrence aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, en France, l'autorité s'est autosaisie pour avis sur le fonctionnement du marché de la publicité en ligne. Et la question pourrait se poser, mais pourquoi tout à coup les autorités de concurrence s'intéressent à ces sujets-là ? Et pourquoi le droit de la concurrence n'y suffirait pas ? Alors, vous avez posé le test de Turing, quand un homme parle avec une machine. La question est plus intéressante de savoir quand une machine parle avec une autre machine, qu'est-ce qui peut se passer. Alors, je vais vous donner une anecdote que certains d'entre vous connaissent, sans doute, et qui s'est passée sur Amazon. Vous avez 2 vendeurs, chacun met un algorithme différent. Le premier est un vendeur qui veut vendre en étant compétitif en prix, et son algorithme, lorsqu'il pose un livre sur le site marchand, cherche s'il y a des livres équivalents et il va se mettre tout simplement 5% en dessous du prix du même livre équivalent sur le site d'Amazon. Le deuxième vendeur, donc, qui intervient aussi sur la plateforme Amazon, lui cherche à accroître, cherche à vendre bien sûr des livres d'occasion, tout ça ce sont des livres d'occasion, et cherche aussi à accroître la surface de ce qu'il peut vendre, et il met un algorithme qui fait que lorsqu'il n'est pas propriétaire d'un livre, mais qu'un livre peut être intéressant à vendre, il va aller chercher sur la plateforme Amazon le livre chez un concurrent et le mettre en vente à 20% plus cher que ce qu'il l'achètera sur le concurrent. Donc il est plutôt revendeur que vendeur lorsqu'il est dans cette configuration. Ce qui lui permet bien, de pouvoir, vous avez bien vu le site Amazon, c'est que chez ce vendeur-là, vous trouvez aussi ce livre. Donc la possibilité pour lui de vendre des livres qu'il ne détient pas, mais comme le consommateur est sur son site, il peut forcer à l'achat. Alors regardez bien ce qui se passe. Le vendeur met son premier livre, on va dire $100. Et ça s'est passé sur un livre qui a été publié en 1992, qui était épuisé, et qui était un livre d'entomologiste sur les mouches. Et donc, il met son site à $100. Donc, le vendeur qui n'a pas le livre, lui, l'algorithme travaille et dit, bah, si on me demande d'acheter ce livre, il faut que je le vende à $120. 20% de plus. Alors, sur sa partie site, le livre monte à $120. Que fait l'algorithme du vendeur ? Bah, il trouve que le livre le plus cher est à $120. Donc, il passe son prix de $100 à 120 moins 5% à $114. Ah, le livre vaut maintenant $114. Donc, que fait l'algorithme du revendeur ? Il met 114 plus 20%, et donc ça passe à 136, et ainsi de suite. Amazon a décroché le système quand le livre a atteint $28 millions. C'est véridique. 2 algorithmes se rencontrent. Aucun n'a une volonté de nuire, mais 2 algorithmes se rencontrent. Vous imaginez l'impact sur la formation des prix sur un marché quand des algorithmes se rencontrent. Quand vous avez des ventes en ligne d'avions, etc., que se passe-t-il sur on va dire les formats publicitaires sur Internet ? Quand un acheteur rencontre un vendeur à travers 2 algorithmes, la transaction se fait en 120 millisecondes, le prix en ressort. Vous voyez bien que les autorités de concurrence ont un intérêt fort à s'intéresser à ces questions. Qu'est-ce qui se passe quand 2 algorithmes se rencontrent ? Puisqu'en fait, sans échange d'informations au sens du droit, c'est-à-dire une entente, on peut très bien faire monter les prix sans difficulté, ou au contraire les abaisser. Et donc tout ça pose des vraies questions. Et donc c'est pour cette raison que les autorités de concurrence s'intéressent à ça. Le deuxième sujet qui les intéresse aussi, et là ça nous ramène sur la donnée,
c'est qu'en réalité, et le Bundeskartellamt allemand a déjà avancé sur cette question, c'est qu'on s'aperçoit que des transactions s'effectuent à des niveaux de valorisation extrêmement importants. Et l'analyse qu'on ait faite d'un point de vue concurrentiel, c'est que le stock de données, l'importance du stock de données est le carburant, on parle du pétrole, du big data, donc le stock, l'importance des données est quelque chose d'extrêmement important pour valoriser et se positionner sur des marchés comme la publicité. Le problème, c'est que quand WhatsApp est racheté par Facebook, 15 millions de chiffres d'affaires pour WhatsApp, on passe sous les radars de la Commission européenne. Mais la transaction se fait à 15 milliards. Pourquoi ? Parce qu'il y a 450 millions d'abonnés en stock, et donc avec ces données individuelles. Elle passe sous le radar de l'opération de concentration. Et à ce moment-là se pose la question, mais en fait, on a acheté la donnée, on n'a pas nécessairement acheté le business, on a acheté la donnée pour aller la valoriser ailleurs. Et donc, les autorités de concurrence, on appelle ça les marchés bifaces, se disent que finalement, il y a un marché de la donnée et il y a un marché de la publicité. Mais le marché de la donnée n'existe pas en droit de la concurrence, parce qu'il n'y a pas de transaction directe entre les internautes et les publicitaires. Donc, on ne le voit pas, ce marché. Et la question qui est posée à ce moment-là, c'est de dire, est-ce qu'on ne peut pas créer un marché qui n'aurait pas de transaction, mais qui serait en fonction du volume, qui ferait que je pourrais décréter qu'un acteur est en position dominante sur le marché de la donnée en fonction du stock de données dont il dispose. Et qu'à ce moment-là, de pouvoir contrôler des opérations de concentration, qu'on appelle de fusion préemptive, ou d'achat préemptif, c'est-à-dire d'acheter un acteur pour acheter sa donnée avant qu'il ne coûte trop cher, parce que s'il fait beaucoup de business, ça va coûter très cher, et donc on le capte avant. Et donc ce sont les deux éléments qui intéressent, les deux grandes dimensions qui intéressent l'autorité de concurrence. Un, la formation des prix, et de vérifier que finalement les transactions entre algorithmes débouchent bien sur l'intérêt général et sur la défense du consommateur. Deux, de faire en sorte que les opérations de concentration ne renforcent pas systématiquement et considérablement certains acteurs qui auront des positions dominantes inexpugnables si on y fait garde, si on y prend garde. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. Il faut continuer. Merci infiniment à tous les quatre.